Et donc, c'est parti. L'enregistrement est commencé. Voilà. On est donc au chapitre 3 de notre cours qui s'appelle Des sorcières, des pirates, des marronnes, des frics et des cyborgs. Après donc un semestre quasiment entier consacré à nous introduire à ces figures, on commence enfin le chapitre consacré à la première de celles qui sont dans le titre du cours, à savoir les sorcières. Et le titre de ce chapitre, qui est donc le chapitre 3, hem, traduit en français, l'affiche que vous voyez là, c'est: «Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. We are the granddaughters of the witches you couldn't burn». C'est un chapitre donc qu'on va consacrer ensemble à la figure de la sorcière, de la sorcellerie, hem et qui prend pour point de départ, l'investissement, de cette figure, dans les mouvements féministes, en particulier, dans les mouvements féministes depuis les années 70, jusqu'à aujourd'hui. Donc là, c'est une photo de 2019, on remontera un petit peu dans le temps, ce qui nous mènera, heu, à parler, du féminisme de l'histoire du féminisme au XXe siècle. Heu Heu et de la manière dont le féminisme a reclaimed, c'est-à-dire, hein, réinvesti, réclamer, revendiquer, ça commence à être un verbe qu'on comprend, la sorcière comme, figure, mythique, initiale, pour ensuite, essayer de comprendre, qui les sorcières étaient ou plus exactement, quel, projet politique l'insulte, de sorcière, ou même plus précisément l'accusation de sorcellerie, hein. Vous avez tous entendu parler des procès en sorcellerie. Quel projet politique cette insulte de sorcellerie servait? Donc c'est un peu comme, avec les cannibales, de la dernière fois. La logique qu'on va suivre, ne sera pas de se demander, qu'est-ce que font les vrais cannibales, mais plutôt, ou qu'est-ce que font les vraies sorcières, mais plutôt à qui profite l'insulte, à qui profite le fait de considérer quelqu'une comme cannibale ou quelqu'une comme sorcière, et est-ce qu'il ne serait pas possible d'en détourner, l'usage? C'est une espèce d'histoire des détournements possibles de la sorcellerie. OK, alors, petit moment histoire du, féminisme. Alors, la figure de la sorcière arrive dans le féminisme des années, 70-80. Ici, on voit une image, du mouvement Chipko, CHIPKO, qui est un mouvement, d'activisme féministe indien, d'Inde, pas des Amériques, pas des Amérindiens, des féministes, donc indiennes, des femmes féministes indiennes qui, luttaient contre la déforestation, heu et qu'on, voit là donc, créer un des gestes les plus classiques de l'environnementalisme des années 70, à savoir une ronde autour d'un arbre, hein, dans laquelle les, humains se mettent, sur le chemin, des tronçonneuses qui, prétendent, couper la forêt. Hem, on considère généralement cette, image et ce mouvement, le mouvement Chipko, comme un des mouvements, initiaux de l'environnementalisme et de l'écoféminisme, même si elle-même ne se considérait pas comme écoféministe. Hem, alors, je prends cette image pour point de départ pour parler du féminisme, au moins, pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une image qui se passe pas en Occident, hem ou disons classiquement dans les pays, d'Europe et d'Amérique du Nord, c'est une image qui ne prend pas pour objet le droit des femmes spécifiquement, mais le droit d'autres êtres, même humains en l'occurrence. Donc ça, c'est une assez bonne condensation de, là où en est le féminisme dans les années 70, à savoir qu'il est en train de se dire que son sujet n'est probablement pas le sujet occidental, ni le sujet féminin.
et qu'il y a d'autres choses euh, qui pourraient être des cris de ralliement pour l'engagement féministe. Alors, pour comprendre un peu comment on en est arrivé là, essayons de décrire un peu succinctement l'histoire du féminisme. Ça va faire un grand détour, j'en suis désolé. Mais ça nous permettra de comprendre pourquoi on parle aujourd'hui autant de sorcières. Je suppose que vous en avez plein la tête, des sorcières. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles font là, dans notre imaginaire collectif, depuis une vingtaine d'années, alors que c'était une figure relativement oubliée et contenue dans les contes pour enfants et euh, dans un espace très, très restreint de l'histoire occidentale. Alors, le féminisme, généralement, se décrit à partir de trois vagues, trois grandes vagues. On serait potentiellement la quatrième de ces vagues du féminisme. La première vague, c'est, je vais y revenir, mais on va répéter. La première de ces vagues, elle décrit plutôt ce qui se passe des années 1900 aux années 40. Et c'est la vague qui est principalement orientée en Europe euh, vers la question du droit de vote et des droits fondamentaux pour les citoyennes européennes. La deuxième vague, dans les années 60 et 70, c'est une vague qui globalement, c'est-à-dire à nouveau c'est un mouvement international qui occupe pas mal de pays en même temps, même si ce n'est pas tous les pays, qui se focalise cette fois sur les questions de sexualité, sur l'institution de la famille nucléaire et sur les violences faites aux femmes. Et puis, généralement, on dit qu'il y a une troisième vague à laquelle cette image participe, qui se focalise plutôt sur le sud global, ce qu'on appelait encore il y a 20 ans le tiers-monde, mais disons plutôt le sud plutôt que le nord, qui s'intéresse au sud global et aux minorités ethniques et raciales dans les pays du nord. Voilà. Hein, globalement, il y a trois grands féminismes. Et puis là, on serait dans la quatrième vague maintenant, qui est plus ou moins la vague déclenchée par #MeToo, qui est qui recondense et relance ces trois premières vagues en activant peut-être plus encore que toutes les autres la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de l'entrecroisement de toutes ces luttes entre elles. Ouais, voilà. Bon, ça, c'est un peu l'espace classique dans lequel on peut décrire le féminisme. Alors, pour revenir à la première vague, vous connaissez sans doute cette image, c'est une image de Mary Poppins. Si vous n'avez pas vu Mary Poppins, c'est triste, il faut voir Mary Poppins dans sa vie. Voilà, c'est Julie Andrews, quoi. Donc là, c'est pas Julie Andrews, j'ai oublié le nom de cette comédienne, qui joue Mrs. Banks, qui est la mère des enfants dont Mary Poppins est la gardienne. Mary Poppins étant une sorte de proto-sorcière, même si elle n'est pas du tout nommée comme ça. Et là, on voit bien que se tisse déjà dans notre imaginaire, c'est peut-être la seule figure de sorcière un peu positive qu'on puisse nommer. Avec Mary Poppins se tisse dans déjà l'imaginaire enfantin et des dessins animés. En tout cas, c'était un dessin animé que moi je pouvais regarder étant enfant. La question de l'engagement féministe et la question de la sorcellerie ou de la magie. Alors là, ça s'y lie de manière simplement contiguë, c'est-à-dire qu'il y a deux personnages dans un même film qui, l'une est une sorcière, Mary Poppins, ou une ange, ou on ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais enfin, en tout cas, elle fait de la magie, et l'autre qui est une suffragette. Hein, vous connaissez toutes ce terme qui est un des noms utilisés pour qualifier les premières féministes, en l'occurrence les féministes britanniques, qui étaient en faveur du droit de vote pour les femmes. C'est ça le suffrage de suffragette, hein, le suffrage c'est le vote. En France, ça ne s'appelait pas des suffragettes, ça s'appelait des citoyennes. C'est la même signification, si vous voulez, mais leur lutte était pour la reconnaissance à la citoyenneté, si vous voulez.
ce qui était à peu près la même lutte que celle des voisines britanniques. Donc on a là, bon, c'est un moment assez, personnellement, que je trouve assez désagréable, comme dans toutes les comédies musicales, quand ça se met à chanter, je trouve ça désagréable, où elles sont en train de, elles sont en train de louer le besoin d'accorder le droit de vote aux femmes. Alors c'est un moment assez intéressant parce que on voit vraiment la patronne blanche, Mrs. Banks, qui embrigade ses servantes dans son mouvement. On voit qu'il y en a une qui est totalement à fond par elle-même, mais l'autre qui est plus ou moins d'accord avec l'engagement de la patronne est cependant forcée, plus ou moins forcée de s'y mettre. Donc on voit un peu les ambiguïtés de cette première vague du féminisme qui sont aussi nommées dans Mary Poppins, puisque c'est quand même essentiellement un engagement propre aux citoyennes bourgeoises, enfin aux futures citoyennes bourgeoises britanniques. Et on voit les Ah, enjeux. Oui, oui. Ouais, en fait, tu as répondu à la question que j'allais te poser parce que j'allais te demander de quelle classe sociale étaient les suffragettes c'est ça. et, ouais, et de quelle classe sociale étaient enfin, les femmes, entre guillemets, qui étaient contre. Parce que j'ai entendu dire que ça faisait pas l'universalité, le droit de vote chez les femmes. Voilà, bah, il y a pas, il y a, là par contre, c'est pas une. On peut dire que majoritairement les suffragettes étaient, on peut dire, des bourgeoises blanches, ce qui ne veut pas dire qu'elles étaient uniquement de cette classe sociale-là, ni en Angleterre ni en France. Et pour l'opposition, ça ne. Mais simplement, il se trouve que les bourgeoises blanches avaient la possibilité aussi, c'est-à-dire le luxe, le temps, etc., de s'engager. Euh, et souvent au prix de sacrifier des intérêts des autres personnes qui pourraient être catégorisées comme femmes, à savoir justement les travailleuses subalternes. Donc ça, il y a une sorte de conflit comme ça d'intérêts qui fait que ça s'est consacré essentiellement sur des questions de vote, et ce qui n'est pas la même chose que les questions qui suivront. Et tu as tout à fait raison, Hugo, il y a certaines factions à l'intérieur de ces premières suffragettes qui étaient même prêtes à sacrifier l'idée que les pauvres doivent voter. Ce qui est un truc classique dans l'évolution des suffrages, hein. Il y avait ce qu'on appelle la pratique du suffrage censitaire, c'est-à-dire il est possible de voter à condition de payer un impôt. Évidemment, si tu n'as pas assez d'argent, tu ne peux pas payer l'impôt et donc tu ne peux pas accéder au vote. Donc voilà un moment plein d'ambiguïté, on peut dire, qu'est ce premier féminisme qui va vers le droit de vote, dont on a besoin de se réclamer. Il a fait avancer des tas de choses, mais qui est plein qui est plein de choses pas très propres, ce qui est le propre probablement de toutes les luttes imaginables. Euh, Simplement, un petit point d'histoire. Il se trouve que ces premières suffragettes et ces premières citoyennes ne s'appelaient pas elles-mêmes des féministes. Le mot féminisme, en fait, est un mot qui vient assez tardivement. Il existe dans la langue française depuis 1871, mais pas du tout pour désigner l'engagement politique. Le mot féminisme, il apparaît d'abord dans la langue française dans un traité médical d'un médecin, Ferdinand Valère Fano de la Cour, dont vous voyez la page ici à gauche. Le traité s'appelle Du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux. Et l'utilisation du mot féminisme a pour vocation de décrire un état somatique des hommes qui, contractant la tuberculose, se féminisent, c'est-à-dire perdent les caractères que Fanon de la Cour imagine comme masculins. On va voir que ça a à voir avec la question de la robustesse, du, de la couleur de la peau,
mais aussi de la taille des organes génitaux. Enfin, il y a tout un vocabulaire assez particulier et une image assez particulière du corps masculin correct. Et donc, Ferdinand Fanon de la Cour utilise le terme féminisme pour décrire d'abord une maladie, hein. Le féminisme, c'est un des symptômes d'une maladie débilitante du corps sain. C'est, comme le texte le dit là, que j'ai mis en vis-à-vis de cet extrait, c'est en fait un pamphlétaire d'extrême droite, Alexandre Dumas fils, qui va reprendre le terme féminisme pour, mais ce terme médical qui veut donc dire la maladie, quoi, qui va reprendre le terme féminisme pour le, l'affubler des personnes qui sont en faveur du droit des femmes, mais en disant, et ce qu'il veut dire par là, c'est que ces hommes qui sont en faveur du droit des femmes se féminisent eux-mêmes, hein, c'est-à-dire se débilitent, deviennent eux-mêmes plus faibles, se féminisent en un sens, et donc sont des malades, si vous voulez. Donc c'est un terme qui a pour fonction d'accuser, si vous voulez, les partisans politiques du droit des femmes de pathologie. Euh, l- la- le mot féminisme contient ainsi déjà une espèce je sais pas comment dire, une espèce d'idée d'insulte. C'est-à-dire, c'est pas un mot positif euh, au premier abord. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est construit sur un mode assez similaire à celui qu'on entend quand on dit raciste, par exemple. On peut dire féministe, raciste. En fait, si vous voulez, c'est pas un mot positif, c'est un mot négatif. Simplement pour le pointer. Alors, je vous propose de lire simplement ce petit texte que je vous ai mis là et qui en fait assez bien état. C'est extrait d'un article publié par Paul Preciado dans Un appartement sur Uranus et qui est paru aussi sur le site de Libération. Si vous tapez Preciado, féminisme amnésique, vous avez le texte en entier. Alors, je lis cela. Le mâle tuberculeux, dit Ferdinand Faller Faneau de la Cour, a les cheveux et les sourcils fins, les cils longs et fins comme ceux des femmes. Si le sujet a atteint l'âge où la virilité détermine la poussée de la barbe, on trouve que cette production ou bien fait tout à fait défaut, ou bien n'existe qu'à certaines places, qui sont ordinairement la lèvre supérieure d'abord, puis le menton et la région des favoris. Enfin, il n'est pas très poilu. Et encore, ces quelques rares poils sont-ils grêles, ténus et le plus souvent follets. Les organes génitaux sont d'une remarquable petitesse. Féminisé, alors ça c'est maintenant Preciado qui commente, féminisé, sans puissance de génération et de faculté de conception, hein, c'est-à-dire là il est exclu de la reproduction. L'homme tuberculeux perd sa condition de citoyen viril et devient un agent contaminateur qui doit être placé sous la tutelle de la médecine publique. Donc ça, c'est la fonction du traité de Faneau de la Cour, hein, c'est de dire, puisque les hommes se féminisent, il faut qu'on les mette dans les hôpitaux. C'est pour ça que c'est ça l'argumentaire général de son traité. C'est pour ça qu'il faut les mettre de côté, sinon ils sont en risque de contaminer les autres. Alors, un an après la publication de la thèse de Ferdinand Faller Faneau de la Cour, donc 1872 maintenant, Alexandre Dumas fils reprend dans un de ses pamphlets la notion médicale de féminisme pour qualifier les hommes solidaires de la cause des citoyennes, mouvement des femmes qui luttent pour le droit au vote et à l'égalité politique. Les premières féministes ont donc été des hommes que le discours médical a considérés comme anormaux pour avoir perdu leurs attributs virils, mais aussi des hommes accusés de se féminiser en raison de leur proximité avec le mouvement politique. Alors, je mentionne ça, bon, déjà un, un fun fact à propos du féminisme, on peut dire, mais surtout parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a déjà, euh, comme les ersatz ou les esquisses d'une sorte d'alliance objective
qui peut se créer entre ce qu'on pourrait dire le mouvement féministe d'un côté et ce qu'on pourrait appeler les activismes queer, handi et crip de l'autre. Hein, crip, l'activisme crip, c'est les activistes des estropiés, les activistes des anormaux, quoi. Les activismes des monstres, pour le dire en un mot. La féministe, là on prend l'étymologie au sérieux. Le la féministe tient son nom d'une maladie, et c'est-à-dire qu'on peut dire qu'en un sens, l'engagement féministe, c'est un engagement de gens qui disent merde à l'opposition du normal et du pathologique, c'est-à-dire qui n'ont pas peur d'être pathologisés ou de se pathologiser eux-mêmes, puisque les féministes vont utiliser originellement, hein, on s'entend, dans les années 10, encore un mot qui a pour fonction de les insulter, de se féminiser, en les décrivant comme des malades. Alors il y a là quelque chose d'assez intéressant dans cette origine, première, et on va revenir un petit peu à ça, vous voyez peut-être, venir avec la question de la sorcière, qui est aussi une manière de s'auto-décrire pour les féministes comme des folles, des personnes laides, des personnes dangereuses, etc. Ou en tout cas de revendiquer l'utilisation de ce terme pour en faire quelque chose de positif. Voilà. Alors, si on reprend notre petite histoire de féministe, donc là c'est 1914, le mot est passé dans le langage courant comme un mot qui signifie l'engagement politique. Là, on est sur les grands boulevards à Paris, avec un grand encart publicitaire adressé aux féministes. C'est intéressant parce que juste au-dessus, il y a marqué les vêtements féminins. Enfin bref, donc on a des vêtements féminins et puis après, on a une annonce pour les féministes. Alors, si on reprend notre histoire maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, on peut dire que, voilà ce qui décrit à peu près donc notre première vague de féminisme, qui, a fini par adopter donc l'insulte, et qui, culmine avec, l'octroi, au moins en France, du droit de vote, en, 45, comme vous savez, hein, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Comme je le disais, il y a ensuite, enfin à la suite de cela, une seconde vague du féminisme qui est davantage orienté vers des questions de sexualité et qui commence à interroger la division sexuelle du travail. C'est-à-dire la division du travail entre, d'un côté, un travail domestique, un travail qu'on fait à l'intérieur de la maison, et un travail au sens classique du capitalisme, à savoir un travail industriel lié à la productivité de la nation. Alors là, c'est des catégories utiles, dans la vie, on peut dire. On peut dire que là, il y a, 2 types de travaux qui sont, renommés, hein, quelque chose qui commence à être compris comme du travail, à savoir d'un côté, le travail qui participe à la production du capital et de l'autre, le travail qui participe à la reproduction, des ouvriers qui participent à la production du capital. Donc c'est les 2 endroits, donc c'est production et reproduction, qui sont, maintenant intimement liés et reconnus comme intimement liés. Simplement, voilà ce que font les féministes, marxistes, en tout cas des années 60, c'est qu'elles se mettent à interroger, l'idée, qu'il y aurait une division, de ces tâches en fonction, des genres. Là, on voit un une affiche, une photographie de manifestation dans les années 70, aux États-Unis. On est au moment de la guerre, du Vietnam. On voit une alliance, pacifiste internationale qui se crée, The Women of Vietnam are our sisters, donc c'est une manière de, signaler, qu'il y a des alliances plus profondes que les alliances entre les nations, et qui passent, par exemple, entre les genres plutôt qu'entre les continents. Mais parmi donc les affiches qu'on peut, voir, il y a aussi la première qu'on trouve à gauche, «I'm no breeder for the man's war».
Donc, je ne suis pas une reproductrice pour les guerres de breeders, ça veut dire ça, hein, ça veut dire c'est comme les, euh, les génisses qui ont pour fonction de faire naître euh, des, des poulains après des poulains après des poulains. C'est un terme qui est d'abord utilisé dans la domestication animale. Breeder, là, ce qu'elle dit, la femme, c'est cette femme-là, avec son affiche, c'est je ne suis pas là pour reproduire de la chair à canon. Je ne suis pas là pour que de la chair à canon sorte de mon vagin. Juste, Euh, Marc, oui, oui. juste quand tu parles des féministes marxistes et du fait de distinguer le travail domestique et le travail industriel, Mhm. est-ce que tu veux dire qu'elles étaient pour le fait d'être considérées comme reproductrices des ouvriers ou pas? Alors, merci Zo pour cette question. C'est ce qu'elles veulent, ce que les féministes marxistes veulent montrer, c'est qu'il y a un travail qui est fourni au foyer, que ça peut être considéré comme de l'économie. Alors évidemment, peut-être pour vous, c'est devenu tellement évident que c'est même plus une question que quelqu'une qui travaille au foyer est une travailleuse et pas seulement une mère, si vous voulez, ou un père, en l'occurrence, ça peut arriver. Mais c'était quelque chose qui, même dans le discours des politiques et des économistes, n'était même pas admis. Ça ne faisait pas partie du vocabulaire pour décrire la sphère économique que de considérer que le travail à la maison était un travail. Oui, c'était autre chose que du travail. C'était tenir la maisonnée. Enfin, il y avait d'autres vocabulaires qui étaient utilisés. Oui, très étrangement, voilà, l'économie, c'était tout ce qui concernait l'en dehors de la maison. C'est étrange parce que économie, ça veut dire la loi de la maison. Donc, on pourrait dire. Donc en fait, elle revendiquait plus une manière de faire accepter un mot dans le langage commun par rapport à leurs conditions à elles, plus que le fait de recevoir une quelconque compensation pour ce travail-là. Absolument. L'idée était de dire il y a des luttes de travailleurs qui peuvent se rejoindre là, les luttes des travailleurs classiques qu'on appelle des ouvriers et les luttes des travailleurs plus secrets qu'on n'arrive pas encore à reconnaître et qu'on a besoin de reconnaître, qui sont les travailleurs du foyer, les travailleurs domestiques. Oui. Ok. Et donc l'idée de dire il y a des ponts qui sont réalisables. Oui, vous comprenez? C'est-à-dire il y a la lutte la lutte ouvrière peut s'élargir à des considérations féministes dans la mesure où nous sommes tous des travailleurs, des travailleuses dans ce contexte. Oui. Nous sommes ensemble des travailleuses, nous avons un besoin d'ensemble penser à la fois la production et la reproduction, hein, les moyens de la production et les moyens de la reproduction. Ces choses-là sont des soucis que nous partageons. Oui. Est-ce que c'est plus clair ce que je raconte Oui, maintenant? merci. Ben, merci des questions. C'est aussi plus clair pour moi. Donc là, il y a une vraie, dans ce mouvement des années 60-70, si vous voulez, on est dans un moment politique qui n'est pas seulement, quand on parle de la libération sexuelle ou quand on parle des mouvements de justice reproductive, ce sont des mouvements qui sont très ancrés dans des questions marxistes de production du capital. C'est vraiment c'est une conscience très forte du fait que non seulement il y a des inégalités liées à certaines formes d'oppression physique, des violences conjugales, etc. Mais il y a aussi là une inégalité liée au fait qu'il y a un mode de reconnaissance du travail qui n'est pas fait. Bon. Troisième grand moment du féminisme. Alors là, on a deux images qui pointent la troisième et la quatrième vague, on peut dire, puisque, enfin deux images, une image avec deux visages. À droite, vous voyez Angela Davis, qui est une activiste afroféministe américaine,
Et à gauche, Assa Traoré, qui est une activiste afroféministe française, qui là se rencontre, enfin c'est une photo qui a été prise à l'occasion d'une interview sur le site Ballast, qui, voilà, je les ai prises là comme représentante, enfin comme lieutenante de cette troisième vague du féminisme que je décrivais, qui est donc plutôt connectée au Sud global et aux femmes racisées ou issues des minorités sexuelles dans les pays occidentaux, euh, et donc qui élargissent, c'est un moment assez clé dans les années 70-80, qui élargissent le sujet du féminisme en retrouvant peut-être quelque chose de son origine étymologique, à savoir le féminisme, c'est celui qui est du côté des monstres, quoi. À savoir que le sujet du féminisme, ce n'est pas tellement le sujet femme, mais plutôt le sujet qu'on pourrait dire féminisé ou altérisé, hein, c'est-à-dire c'est pas, son sujet n'est pas une entité, n'est certainement pas une entité biologique, mais plutôt en fait un processus qui consiste à reléguer certaines personnes, mais aussi en fait certaines choses, à reléguer certaines personnes, mais aussi certaines choses, hors de la sphère politique, sous prétexte qu'elles sont féminines ou féminisables. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est là qu'on revient tranquillement à nos 4 femmes du mouvement Chipko et à ce qu'on considère comme la naissance d'un mouvement qui accompagne cette troisième vague que je viens de décrire, avec Davis et- et Traoré. Euh, à savoir, donc un mouvement qui accompagne cette troisième vague, qui est le mouvement de l'écoféminisme. Alors, je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle. Il y a un livre assez important qui a été publié en français, je ne sais jamais dans quel ordre tenir, qui condense pas mal de textes clés de ce mouvement activiste et philosophique, qui s'appelle Reclaim, recueil de textes écoféministes qui ont été choisis et présentés par Émilie H et traduits de l'anglais par Émilie Noteris, pour celles qui avaient fait le stage avec elle. Voilà. Ce mouvement-là rejoint très clairement le geste de la troisième vague, et qui consiste à dire le sujet du féminisme n'est pas les femmes comme entité biologique, mais les êtres qui sont féminisés, hein, les êtres qui sont relégués sous prétexte de féminisation. Puisque l'écoféminisme est un mouvement qui défend l'idée d'une continuité entre deux types d'exploitation. On a parlé de l'exploitation du travail domestique, là on va parler d'un autre type d'exploitation classique, qui est l'exploitation des sujets qui sont considérés comme naturels, hein, des entités naturelles. Alors les entités naturelles, ou celles qui sont considérées comme naturelles, ça englobe des géométries variables, hein, selon, selon les temps et selon les moments. Mais typiquement, donc, bien sûr, on a envie de dire les plantes, les arbres, les animaux, jusque-là, vous êtes à peu près toutes d'accord, je suppose, parce que ça représente euh, notre partage encore actif au XXIe siècle. Mais bien sûr, du côté de la nature, étaient aussi placées les personnes humaines esclavisées, hein, qui étaient des êtres naturels, qui étaient souvent mises du côté des animaux, bestialisés, etc. Et aussi, bien sûr, les sujets féminins, qui étaient eux-mêmes considérés comme des êtres de nature, hein. C'est d'ailleurs, ça fait partie même du vocabulaire encore commun pour parler de la féminité, qui va assez systématiquement être considérée comme davantage naturelle que la masculinité, dans certaines manières de présenter. On utilise parfois tout un ensemble de vocabulaires qui vont dans le même
sens pour parler à la fois de la nature, c'est la mère nature et pas le père nature. D'ailleurs, imaginez que ça fait même bizarre de juste dire le père nature. Enfin, je sais pas si on a l'impression que ça ne marche pas du tout. Et c'est pas, en un sens, on pourrait s'en surprendre. Hein, ou la terre nourricière ou la terre mère, identique. Hein, c'est très difficile d'imaginer un père terre. À nouveau, c'est étrange dans la bouche de dire un père terre. Il y a d'ailleurs un livre dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. De science-fiction féministe qui s'appelle La 5e saison de Nora K. Jemisin, qui propose cette spéculation-là d'avoir un père-terre plutôt qu'une mère-terre et qui réfléchit un petit peu aux implications philosophiques, sociales de cette dénomination. Mais bref, ce que l'écoféminisme nous raconte, enfin essaye de comprendre, c'est un peu comment il y a une espèce de devenir commun des sujets naturalisés et des sujets féminisés. Hein, comment ces deux choses-là participent de la même, de la même opération idéologique. Et alors, quelle est cette opération idéologique? À quoi ça sert, si vous voulez, de féminiser un être, hein, de le considérer comme essentiellement féminin ou de le naturaliser, c'est-à-dire de le considérer comme essentiellement naturel, ce qui souvent revient à la même chose. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à dire que ces êtres sont extractibles, que ce sont des êtres passifs, hein, qui n'ont pas de capacité de s'auto-déterminer, et que donc nous pouvons, évidemment, bien sûr, le nous, là, est un nous séparant. Alors, c'est les humains, par opposition à la nature, c'est les hommes par opposition aux femmes, ça dépend dans quelle position vous vous placez, que nous donc pouvons exploiter, c'est au sens tirer les capacités leur corps ou de leur substrat. Il se trouve que il y a plein d'associations étymologiques, de manières dont les mots consonnent qui, en un sens, justifient cela, c'est-à-dire rendent les choses presque évidentes à la langue. Le fait que, par exemple, le mot matière et le mot mater, enfin la mère, quoi, soit connexe. Hein. Il y a une sorte d'identité entre la matière et la maternité. Qui fait qu'il y a cette idée qui est prévalente, hein, dans l'histoire occidentale, d'une exploitabilité à la fois du ventre des femmes et du ventre de la terre. Bon, ça va, c'est clair un peu, c'est un peu ça l'idée descriptive. Là, je fais la version philosophique, si vous voulez, de la présentation, mais que l'écoféminisme porte, ce sont voilà, des personnes qui se retrouvent à dire nous sommes, nous écoféministes, hein, nous sommes la matière qui se défend d'être exploitée. Nous sommes, ou la matière, si vous voulez, mais ça, finalement, elle joue, on peut dire, sur cette identification entre materia et mater. Nous sommes la matière qui se défend d'être exploitée. C'est donc une révolte assez particulière qui dit nous avons été mises du côté de la matière, nous avons été mises du côté de la nature extractible, et nous sommes de la matière qui vous parle et qui vous dit non, non, nous ne voulons pas être exploités. Et là, enfin, à nouveau, tout ça est une longue explication avec cette image qu'on a devant les yeux de corps de femmes qui se mettent devant de la matière extractible, un arbre, et qui se démontrent comme solidaires de cette matière, qui disent nous sommes du côté de cette matière contre les autres. Et bien sûr, des sujets féminisés, là, ne supposent pas, à nouveau, la partition biologique homme-femme. On peut se reconnaître comme sujet féminisé par-delà les binarités qui pourraient être présupposées dans cet engagement. De fait, d'ailleurs, c'est un
l'utilisation des figures de sorcières, on arrive doucement à ça, est assez fréquemment l'occasion pour des travestissements ou des enjeux de bascule de genre. Là, on voit une image du premier mouvement à se réclamer très clairement de la, des sorcières. C'est le witch, qui là, c'est une occupation à Wall Street, je crois. Donc, c'est le Women's International Terrorist Conspiracy Hell. C'est ça la signification, et qui a une pratique carnavalesque dans l'espace public. Les éco-activistes étant très friandes dès les années 70 de performances en guise de protestation. À nouveau, c'est quelque chose à laquelle on est relativement habitué aujourd'hui, enfin, qu'on considère être une forme classique de manifestation. Ça n'est pas le cas, évidemment. À l'époque, c'est pas si fréquent que ça de faire des manifs sous forme de costume. Il y a un cas peut-être antique qu'on connaît assez peu et qui est remarquable, enfin antique, qui date du 19e siècle, qui s'appelle la guerre des demoiselles. Alors, j'ai pas d'image, évidemment, c'est le 19e siècle, mais la guerre des demoiselles, qui est des paysans d'Ariège qui protestent contre une loi qui vient d'être, qui est en passe d'être passée et qui plus ou moins les expulse de leur terrain et subdivise les espaces qu'ils cultivent. Dans cette guerre des demoiselles, les paysans d'Ariège s'affublent de costumes de fées et d'esprits des bois, et viennent faire des sortes d'actions fantomatiques, si vous voulez, d'attaques performatives pour empêcher notamment les arpenteurs de ces terrains, les administrateurs, si vous voulez, de venir mesurer la forêt et la subdiviser. Donc, on a des cas, si vous voulez, au moins de transformisme, en tout cas de changement de genre dans l'engagement écologique, qui remonte au moins au 19e siècle, où des paysans d'Ariège se retrouvaient donc à venir emmerder l'État français habillé en fées et en lutins. Alors, comment exactement est-ce qu'on arrive aux sorcières? Parce que bon, on comprend bien, là, on a je nomme certaines figures, je parle de la nature, des choses comme ça, mais maintenant, pourquoi la figure de la sorcière spécifiquement, et pas, je sais pas, enfin, on pourrait être n'importe quoi comme créature, on pourrait être des lutins, enfin, je sais pas, des fées, enfin, et c'est pas ça, c'est des sorcières spécifiquement. Alors, comment est-ce que la c'est cette figure mythologique qui devient le centre de notre histoire? Alors, pour ça, il faut faire un micro-crochet vers un travail théorique et activiste qui commence à se faire dans les années 70, et qui révèle dans des travaux d'historiennes et d'archéologistes l'existence de cultes païens, pré-chrétiens et même enfin, archaïques, c'est-à-dire même avant la Grèce antique, avant l'Égypte, etc. Donc de cultes paléo, lithiques, c'est des bouts de cailloux, qui étaient voués en Europe et un peu partout dans le monde aux femmes ou à des figures féminines de déesses, cultes qui sont donc antérieurs dans le temps au culte des dieux solaires ou des dieux, célestes,
et qui seraient plutôt, donc, des cultes qui seraient plutôt, à l'inverse, à la faveur des divinités des profondeurs, des divinités des sous-sols, et c'est pour ça que je suis en train de montrer cette image-là qui ne parle pas de divinité, pas encore tout de suite, mais bref, des divinités obscures. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans les théories et les philosophies éco-féministes de l'époque, l'idée qu'on puisse valoriser l'obscur, la profondeur, le sous-sol. C'est vraiment des logiques qui presque opposent, parfois de manière assez binaire, on va y revenir, la Lune contre le Soleil, hein, enfin les divinités lunaires contre les divinités solaires. Donc c'est en gros hein, la déesse contre Zeus, si vous voulez, ou contre les grands dieux du désert qui sont les dieux des trois grandes religions monothéistes. C'est pas il y a certaines manières d'articuler les choses qui présentent le lieu d'origine des trois grandes religions monothéistes patriarcales comme étant très lié au type d'environnement dans lequel ces religions ont, ont vu le jour, c'est-à-dire c'est pas pour rien que tout ça se passe dans le désert, si vous voulez. C'est pas pour rien qu'on se retrouve à adorer le soleil et quelque chose qui est en dehors du monde quand on passe sa vie dans le désert, par opposition à des espaces, disons, plus foisonnants en végétation, qui, là, peuvent faire de la place à d'autres créatures qu'extérieures au monde. Mais bon. Donc, on a, alors ça c'est un des ouvrages les plus célèbres à l'époque, il est bien oublié maintenant, de Marijaji Puntas, qui se met à la recherche d'ancêtres, si vous voulez, qui se mettent à la recherche d'ancêtres, d'autres filiations, d'autres antériorités que celles qui sont présentées classiquement lorsqu'on présente l'histoire des grands hommes, des grandes figures de la divinité, et donc de penser des formes alternatives. Alors, c'est un jeu, comme je le disais, un peu ambigu, là, auquel jouent les écoféministes, qui se fait parfois au risque de ce qu'on appelle, alors on en a déjà parlé dans ce cours, notamment à la faveur d'une question que posait Damien, qui parfois se met au risque d'un certain essentialisme, c'est-à-dire d'une certaine conception d'une féminité archaïque qui serait plus naturelle ou plus naturellement proche de la nature que une masculinité archaïque qui serait, elle, plus portée vers la guerre, les armes, la culture, etc. Donc il y a un peu ce risque parfois dans l'écoféminisme des années 70 d'en finir par dire que les femmes sont les seuls sujets possibles, si vous voulez, de la lutte écologique, dans la mesure où ce sont elles qui sont les plus structurellement proches des sujets naturels. Donc, vous voyez, il y a une espèce de risque, si vous voulez, qui est joué, enfin auquel les féministes s'exposent à ce moment-là. Voilà. C'est notamment à ce risque-là que s'oppose une figure dont on a déjà parlé, qui est celle de la cyborg que Donna Haraway défend. Vous voyez, c'est 85, donc c'est vraiment à la toute suite de ce mouvement écoféministe. Comme on en a déjà parlé, hein, Haraway, c'est une biologiste, elle s'intéresse énormément à des questions qui occupent les autres vivants qu'humains, mais elle conclut quand même son manifeste en disant « I would rather be a cyborg than a goddess hein. ». Je préfère être une cyborg plutôt qu'une déesse. Et ça veut bien dire ce que je viens d'évoquer, à savoir
non merci pour la binarité entre le naturel et le culturel, entre le vivant et le technologique. Personnellement, si je veux faire une alliance, ce qui m'intéresse, c'est de créer une alliance entre les monstres, c'est de créer une alliance entre celles, non pas qui sont d'un côté ou de l'autre de la binarité proposée, homme ou femme, nature ou culture, oui, guerre ou paix ou je ne sais quoi, mais plutôt celles et ceux qui sont au milieu, celles et ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre et l'un et l'autre. Et c'est ça qu'est la figure de la cyborg. Alors là, c'est un dessin qu'on offre à Donna Haraway et qui est censé la représenter. J'ai oublié le nom de l'artiste qui, je crois, est mexicaine. Euh, où on voit se combiner avec assez grande élégance un peu tous les éléments que je viens de mentionner. Il y a notamment le désert et la lune qui sont à la fois articulés là, hein, l'espace du désert, les dieux patriarcaux qui en émergent, etc. Et puis au fond, un espace un petit peu lunaire ou arctique qui ne fait qu'un seul paysage. On voit une figure portant une peau de bête à la manière un peu totémique de euh, l'articulation avec une autre créature vivante dont on se réclame, mais qui en même temps est elle-même branchée à un clavier d'ordinateur qui affiche différentes représentations à différentes échelles à l'arrière d'elle de phénomènes naturels, mais analysés par la science. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'intrication là des perspectives et l'idée que si sujet du féminisme il doit y avoir, ce n'est pas un sujet pur, mais au contraire le sujet justement, je reviens sans cesse à cette origine première du mot féministe, le sujet impur, le sujet pas bien catégorisé, le sujet pas très bien organisé. Là, en l'occurrence, c'est le sujet cyborg qui vient oui, représenter cette impureté générale de la créature, de la créature du féminisme. Bon alors, je sais plus pourquoi, je sais plus exactement comment j'en étais arrivé là dans mon. Des fois, des fois en plus je l'ai fait il y a quelques jours. Des fois, vous faites des PowerPoint, puis vous mettez des images, puis à un moment, vous voyez que vous les avez mises, mais vous ne savez plus pourquoi. Enfin bref, c'est une image quand même d'un travail de France Cadet, qui est une des profs de l'école, qui est célèbre pour ses œuvres cyborg, et qui propose, comme souvent avec France, une critique assez claire de certains traitements de l'image du corps féminin. Et qui là propose une subversion BDSM, si vous voulez, d'une publicité très célèbre de Obad, qui est une marque de vêtements féminins, et qui fait une version. Donc vraiment, là, on peut reprendre le slogan de Haraway, si vous voulez. I would rather be a cyborg than a goddess. Donc là, on a la goddess, si vous voulez, on a la déesse à gauche qui est clairement présentée dans son plus simple appareil, mais avec bien sûr le sous-vêtement qui est censé renforcer les formes naturelles de son corps et qui progressivement dans l'imaginaire que lui oppose France se, se dégrade, si je puis dire, et devient de plus en plus composite d'autres corps. Alors il y a déjà le sujet BDSM qui vient inquiéter un petit peu la logique de la soumission telle qu'elle est présentée dans la première image. Et puis il y a surtout le sujet composite de la dernière image, l'anatoleçon numéro 32, là, qui lui manifeste à la fois presque un sujet robotique, enfin un sujet euh, pas très clairement organisé en vivant ou en une image de synthèse. Voilà un peu une œuvre à laquelle je
que j'ai mise dans mon exemplier sans savoir pourquoi. Si c'est parce que c'est connecté à la question du cyborg, évidemment. Alors, je dis tout ça pour quand même présenter de manière un peu critique la question de l'écoféminisme. Donc, on ne peut pas totalement basculer dedans, mais simplement pour dire que ces critiques sont actives à l'intérieur du milieu et des activismes féministes. C'est-à-dire tout le monde n'est pas d'accord avec les mêmes manières de présenter les choses. Tout le monde n'est pas aligné, si vous voulez, avec la, euh, une certaine, un certain binarisme qui existe à l'intérieur du mouvement. Alors, toujours est-il que je reviens à cet activiste célèbre qui s'appelle Starhawk, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom à certains endroits. On avait vu, je vous avais mis une image de son travail juste avant, sous la forme de Rêver l'obscur, Dreaming the Dark, qui est un de ses livres les plus célèbres et qui documente son travail dans l'activisme écologique depuis les années 70, dans The Spiral Dance, dont je ne crois pas qu'il ait été traduit en français, mais peut-être je me trompe. Bon, je n'arrive plus à me rappeler. C'est un document où Starhawk donc là, s'appuie sur les travaux de Guy Bunta sur la DS pour, alors à la fois, on pourrait dire, lancer une religion ou en tout cas activer une spiritualité collective qu'elle appelle la religion Wicca, dont elle est une des prêtresses. Mais plus spécifiquement, donc, elle active une religion plus qu'elle ne l'invente, puisqu'elle la considère comme une renaissance, elle s'appuie sur des mouvements spirituels existants, etc. Mais ce qui est intéressant, il faut bien imaginer que Starhawk, c'est quelqu'un qui, donc, elle a ce statut de chef spirituel, etc. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est présente à tous les G20, et G7 avant, auxquels on peut être présent, qui forme des activistes au Chiapas, des activistes anarchistes dans des espaces totalement paumés un peu partout dans le monde. Donc, c'est à la fois, elle a à la fois un statut de chef spirituel et un statut de formatrice en pratique politique. Et c'est ça qui m'intéresse là particulièrement, parce que c'est un peu une des signatures de ce à quoi la figure de la sorcière va permettre d'initier dans les mouvements écoféministes, et c'est de cela qu'on hérite. Parce qu'en effet, si vous voyez le sous-titre du bouquin, là, Rituals, Invocations, Exercises, Magic. Quel est l'enjeu du livre de Spiral Dance? Quel est l'enjeu du travail de Starhawk? L'enjeu du livre et du travail de Starhawk, c'est de donner des outils pour l'activisme, donner des outils pratiques pour la manifestation, pour être ensemble dans créer des blocages, créer des occupations, et puis surtout créer des outils de discussion et de pratiques collectives. Alors là, on voit à droite une image prise d'une de ces pratiques qui donne son titre au livre, qui est la danse en spirale. C'est une expérience assez, je ne sais pas comment dire, enivrante, ou en tout cas désorientante, qui consiste à, pour un collectif, peu importe le nombre de personnes dont il est composé, avoir tous les visages qui le composent un à un. Alors, la structure, c'est un pattern géométrique que les gens suivent. Et si vous voulez, donc ils forment une spirale. Donc, vous voyez, au centre, il y a une seule personne. Et puis, progressivement, ça fait une spirale qui tourne sur elle-même, comme ça. Ouais, vous voyez. Donc, ça, c'est si vous prenez l'image stabilisée. Puis maintenant, il faut imaginer que la spirale va se visiter elle-même. Elle va reparcourir son propre chemin
à l'intérieur, de telle sorte que visage après visage, chaque personne aura l'occasion d'avoir vu chaque autre personne. C'est une structure géométrique qui permet de le faire et qui peut durer, alors là, si vous êtes 500, ça peut durer une demi-heure, 45 minutes. C'est simplement vous marchez, hein, il n'y a pas d'autre. C'est une danse, mais c'est vraiment la plus simple des danses que vous pouvez imaginer. Il faut juste marcher avec, en tenant les bras des autres. Assez magiquement, les gens se tiennent les mains et ne se lâchent jamais, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de se lâcher pour réaliser la figure très complexe qui s'articule. Et donc, au bout d'une demi-heure, chacune des personnes a eu l'occasion de se voir. Voilà un exemple, si vous voulez, d'un rituel très simple et qui, je ne sais pas comment dire, décrit un petit peu ce qu'on peut entendre par magie, enfin, par magie au sens de, vous voyez, donner des outils symboliques forts pour un collectif de se réunir. La figure de la sorcière, donc là, elle commence à émerger d'un souci en fait féministe assez vieux, beaucoup plus ancien que les années 70, qui est, vous connaissez peut-être cette phrase célèbre de l'anarcha féministe Emma Goldman, qui disait « If I can't dance, I won't be part of your revolution ». Si je ne peux pas danser, je ne veux pas faire partie de votre révolution. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase. Elle a connu un certain succès dans les années 70, justement. Emma Goldman était une anarcha féministe des années 20-30. Et qu'est-ce que ça veut dire « If I can't dance, I won't be part of your revolution » Ça veut dire une révolution qui ne prend pas soin de la manière dont elle s'organise ne m'intéresse pas. Une révolution qui ne réfléchit pas aux formes dans lesquelles elle se produit ne m'intéresse pas. Une révolution, même plus spécifiquement, qui ne prend pas soin du plaisir des personnes qui la font ne m'intéresse pas. Et ça, c'est un des soucis assez majeurs de l'activisme féministe et queer au XXe siècle, c'est de dire, nous avons besoin non seulement de penser l'avenir de notre révolution, nous avons aussi besoin de penser la manière dont notre révolution se produit au présent. Si nous prétendons faire la révolution, nous avons besoin que les modes selon lesquels elle se fait soient l'exemple de ce que nous voulons établir, oui, pour le dire encore autrement. Donc ça, c'est une des logiques assez fortes de ce qui est introduit par la sorcellerie écoféministe de Starhawk, à savoir un refus de la séparation du spirituel et du politique, un refus de la séparation du terrestre et de l'humain, un refus de la séparation entre la joie et l'action. C'est pas parce que... Oui. Bah, juste, 17h49. je vais reposer une question. Ouais. Juste, quand tu dis, enfin, je veux juste le rassembler dans ma tête, une révolution qui prend pas soin de ses participants, est-ce que c'est le fait de vouloir dans la révolution inclure quelque chose de positif pour que ce soit pas quelque chose de douloureux, ou est-ce que c'est le fait de respecter les engagements qu'on voudrait voir apparaître en faisant cette révolution? Alors, je pense que c'est les deux. Il y a, ouais, mais c'est très bien de le pointer, c'est-à-dire, hein, si j'ai bien compris ce que Zo a dit, ce qu'il dit, c'est d'un côté, il y aurait prendre soin de ce qu'on fait parce que la révolution, ça fait du mal et parce que tout simplement, on fait violence à un système qu'on essaye de rejeter. Donc, il faut en même temps qu'on compense cela en prenant soin de nous. Très clairement, c'est vrai. C'est vrai, nous avons conscience que la violence que nous opposons à un système violent nous coûte. Et donc, nous avons besoin de prendre soin, de nous guérir, etc. Ça, c'est ce que Starhawk appelle le pouvoir du dedans. Et le pouvoir du dedans, et quel contraste avec le pouvoir sûr. Elle dit basiquement, il y a un pouvoir
le pouvoir sûr, c'est le type de pouvoir tel qu'il est fantasmé dans la société, disons, extractiviste. C'est-à-dire, quand tu as du pouvoir, on peut dire que ton pouvoir, il se mesure au fait que tu as du pouvoir sur quelque chose d'autre. Mais on ne réfléchit pas à ce que tu nourris à l'intérieur, c'est juste, est-ce que tu contrôles d'autres choses que toi ou pas? Donc, bien sûr, il faut nourrir le pouvoir du dedans pour réparer les abus que nous coûte le pouvoir sûr. Mais de l'autre côté, il y a aussi le fait que nous avons besoin d'inventer des formes dans la révolution que nous allons pouvoir mettre en place ensuite. C'est-à-dire que déjà, la révolution est l'espace dans lequel on fait modèle pour ce qui suit. Ça, c'est en fait une idée qui vient un peu d'une certaine manière de lire la Révolution française, qui, malgré tous ses défauts, présente quelque chose d'intéressant en termes de modèle révolutionnaire, puisque la manière même dont la Révolution s'est inventée, à savoir sous la forme de cahiers de doléances où des personnes se réunissaient pour écrire leurs désirs et discutaient entre elles de ce qu'elles pouvaient bien vouloir pour la suite de leur vie, que cette forme-là est devenue le modèle pour la démocratie qui s'en est suivie. Oui, c'est-à-dire, avant, il n'y avait pas un modèle comme ça où les gens se réunissaient ensemble et discutaient de ce qu'ils pourraient bien vouloir faire dans leur vie. Ce n'était pas ça la manière de prendre des décisions. La manière de prendre des décisions, c'était d'avoir des personnes élues divinement ou autrement ou par le sort, comme c'est le cas dans la démocratie athénienne, par exemple, qui font le choix pour les autres. Oui. D'accord. Et alors, la Révolution française a cette particularité d'inventer quelque chose d'assez radicalement nouveau par rapport à ça. Eh bien, l'idée des écoféministes et des féministes, c'est de dire c'est la même chose. Nous, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on fait là, c'est déjà ce qu'on veut, le monde dans lequel on veut vivre plus tard. Il s'en dissocie pas. Donc, mais on revient à quelque chose que j'ai déjà dit un grand nombre de fois, je crois. Mais comme quoi c'est quelque chose à laquelle je tiens, à savoir ne pas sacrifier le futur au nom du présent. Non, c'est l'inverse. Ne pas sacrifier le présent au nom du futur. Oui, c'est un risque permanent de la lutte politique, de dire il y a des choses plus urgentes à faire, on prendra soin de nous, enfin, et on prendra soin du collectif, on prendra soin plus tard. Enfin, là, pour l'instant, il faut qu'on fasse cette chose-là qui est absolument nécessaire. Et peu importe ce qui est absolument nécessaire, c'est un discours permanent du besoin de l'urgence. Et il y a une qualité qui est notamment apportée par ce genre de pratique, de rituels, d'invocation, d'exercice, qui consiste justement à ralentir le geste révolutionnaire pour se placer à la vitesse de la, à la vitesse du présent maintenant des activistes qui travaillent ensemble. Voilà. J'ai répondu, Zo? Oui, oui. Est-ce que du coup ça rejoint un peu le concept de l'utopique parce que c'est pas censé être quelque chose de, d'après ce que je comprends, c'est pas censé être quelque chose de, de violent peut-être, puisque c'est censé prendre soin des participantes au présent. Mmh. Il y a clairement une orientation vers la guérison dans les pratiques magiques qui vont vers des formes de tendresse collective, des formes de révolution par la douceur et par la tendresse, ça assurément. Même si on trouve aussi dans les pratiques sorcières révolutionnaires contemporaines, clairement des sorts qui sont jetés. Je ne sais pas si vous avez vu les sorts qui avaient été jetés à Donald Trump par des Witches of Color au moment de son élection. Enfin bref, il y a aussi simplement des manières comment dire, négatives d'utiliser la magie au sens d'attaquer, enfin, et pas seulement de prendre soin. Mais très clairement, l'idée
Et je dis guérison avec ce souci d'utiliser ce mot et pas soigner et pas prendre soin, etc. Parce qu'il se trouve que guérir veut dire à la fois quelque chose que l'on fait aux autres et à soi. C'est un mot particulier dans la langue française, comme il y en a quelques-uns. Mais si je te dis je guéris, tu peux entendre deux choses à la fois. Tu peux entendre que je suis en train de guérir d'une maladie, ou que je suis en train de guérir quelqu'une ou quelque chose de la maladie qu'elle porte. Oui. Je prends soin de quelqu'un ou je prends soin de moi, quoi. Et donc, il y a cette question de la guérison, elle est un des centres de l'écoféminisme, en disant il y a une rencontre de l'écologie individuelle et de l'écologie collective. L'écologie de mon corps, du corps que nous formons ensemble et du grand corps que nous formons ensemble avec les vivants, qui doivent être tenus ensemble. Faire le sacrifice de l'une pour l'autre, c'est se tirer une balle dans le pied, ou plus exactement, c'est confirmer la séparation dont nous voulons précisément nous débarrasser, dont nous voulons précisément, contre laquelle nous voulons précisément lutter. Voilà, je crois que ça couvre ce qui pouvait être dit à propos de ça. Merci. Ouais, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout va bien? On est OK? On avance doucement vers les sorcières. Là, on a un peu nommé globalement qui sont les sorcières ou certaines sorcières contemporaines. Les sorcières contemporaines, ce sont donc souvent, très souvent, des féministes qui héritent de ce moment de l'activisme écologique, donc au sein desquels se rencontrent deux activismes, qui héritent de l'activisme écologique et qui, à l'intérieur de cet activisme, refusent l'opposition entre le spirituel et le politique, entre la joie et l'action. Bon, on pourrait dire ça. Voilà. C'est quoi une sorcière? C'est quelqu'une qui refuse la séparation du spirituel et du politique, la joie et l'action, et qui le fait à travers un certain nombre de pratiques qui sont listées un peu là de manière simple, des rituels, des invocations, des exercices, bref, de la magie. Bref, c'est quelqu'un qui dispose d'outils de pratiques collectives. Alors ça, c'est bien sûr une manière singulière de nommer ce que c'est que la sorcellerie. Vous avez probablement des représentations assez différentes liées à ça, et de fait, il y a un espace beaucoup plus épais qui est investi par la sorcellerie, et notamment dans ces aspects, disons, à la fois spirituels, rituels, invocateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est impliqué dans ces invocations et dans ces rituels. Et alors, pour comprendre ça, il faut aller chercher à la figure, disons, historique de la sorcière. C'est une gravure du XIIIe, je crois. Qui est donc tout ce que je viens de dire finalement décrit plutôt des pratiques contemporaines. C'est-à-dire on n'a pas besoin particulièrement de dépasser le contemporain pour faire tout ce que je viens de dire. Tout ça occupe le contemporain, c'est la manifestation, c'est l'engagement politique, c'est le droit de vote, c'est la lutte pour l'écologie, contre le nucléaire, enfin bon, tout ça, assez bien répertorié, on n'a pas besoin de dépasser notre espace-temps. Par contre, pour comprendre un peu ce qui fait que les sorcières d'aujourd'hui débordent le contemporain, pour comprendre un peu ce qu'elles font quand elles utilisent des cristaux, quand elles utilisent des pendules, quand elles utilisent des prières, quand elles vont courir nues dans la forêt, etc. Là, on va avoir besoin de déborder un petit peu sur notre temps présent.
et sur disons, la séquence temporelle que je viens de reconstituer qui nous conduisait au début du XXe siècle. Mais disons, le début du XXe siècle, c'est encore, si vous voulez, chez nous, au sens, c'est les mêmes représentations, on est encore un peu à la maison. Là, il va falloir aller plus loin. Et de fait, c'est ce que font les sorcières dont je parle, qui, une fois qu'elles se saisissent du mot de sorcière, vont aller plonger vers une figure ancestrale, mythique, au sens où elle est objet de beaucoup de récits diffractés. Une figure ancestrale qui fait remonter au moins au XIIIe siècle. On ne connaît pas trop le mot sorcière avant. Enfin, il y a enchanteresse, il y a mais bon, c'est déjà autre chose. Circé, que vous connaissez probablement, qui est censée être une sorcière chez Homère. Bon, c'est pas un très bon nom parce que c'est une mauvaise projection, plutôt une sorte de déesse, quoi. Donc une figure des cultes, de certains cultes païens dans l'Europe chrétienne, une figure une figure mythologique qui fait l'objet de récits, mais surtout d'un grand moment politique très connu qui est la chasse aux sorcières, hein, qui est ce grand moment fondateur de la modernité, un des grands moments fondateurs de la modernité occidentale, qui est la chasse aux sorcières. Juste avant d'entrer là-dedans, je voulais nous faire écouter une espèce de petit... je ne sais pas si c'est le début d'une vidéo d'un petit film de Camille Ducellier. Alors Camille Ducellier, elle est l'autrice d'un guide pratique du féminisme divinatoire. Elle est artiste plasticienne, vidéaste, je ne sais plus quel beaux-arts elle a fait, mais enfin bon, Lyon. Bon, bref, je ne sais plus. Est-ce que c'est marqué là-dessus? Non. Peut-être là. Non, elle a un travail artistique, c'est tout. Je sais pas qu'en conclure. C'est un très très beau livre, très drôle, assez plein de. Il y a notamment des conseils pour faire un acte d'apostasie dans son bouquin, c'est-à-dire refuser son propre baptême. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Pour celles que ça intéresse, il y a la lettre type pour refuser son propre baptême. Aussi des rituels pour survivre à sa première réunion féministe. Voilà, enfin des choses, ou pour survivre à une rupture amoureuse, enfin, pour voir l'aura, pour faire un voyage astral. Enfin, c'est un peu un mélange global de perspectives, avec pas mal d'humour et pas mal de distance, je sais pas quoi, mais en tout cas une sorte de réalisme très, très concret. Et ce livre très beau, donc, que je vous conseille, qui est publié chez Cambourakis, dont je vous enverrai quelques extraits à lire pour la prochaine fois, qu'on travaillera peut-être, est accompagné d'un film documentaire dont je voudrais vous présenter les premières minutes. Est-ce que j'ai bien fait ouais, ok, le partage de son. Alors, voilà. Alors attention, il n'y a pas d'image. Enfin, il y a des images, mais pas très... c'est presque quasiment que du son. Des voyantes, des Madame Soleil, des sujets psy, des médiums, des astrologues, des cartomanciennes, des hypnotiseuses, des guérisseuses, des télépathes, des femmes à part, des féministes radicales, des lesbiennes politiques, des anarcha-féministes, des communistes, des ouvrières en colère, des grévistes, des résistantes, des vierges rouges, des communardes, des pétroleuses, des affranchies, des somnambules, des hystériques, des folles alliées, des viragos, des putains, des putes, des filles de putes, des femmes sans enfants, des mères infanticides, des lesbiennes mères, des filles mères, des castratrices, des avorteuses, des femmes avortées, des salopes, des dangereuses, des femmes fatales, des goules, des vénales, des entretenues, des cocottes, des célibataires, des asexués, des androgynes, des transgenres, des transboys, des transgirls, des pansexuels,
des butch, des high femmes, des intersexes, des hermaphrodites, des mutantes, des cyborgs, des handicapés, des femmes musclées, des femmes fortes, des femmes bodybuildées, des femmes testostéronées, des durs à cuire, des bikeuses, des camionneuses, des femmes actives, des femmes de pouvoir, des femmes intelligentes, des bas bleus, des femmes intellectuelles, des militantes, des artistes, des femmes précaires, des clochardes, des marginales, des ménopausées, des femmes vieillissantes, des vieilles peaux, des femmes en chair, des femmes obèses, des érotomanes, des femmes à barbe, des femmes voilées, des stripteaseuses, des hôtesses de bar, des alcooliques, des mélancoliques, des meurtrières, des femmes violentes, des femmes à hommes, des misandres, toutes des mauvaises femmes. Alors, à la question « Qu'est-ce qu'une sorcière ?» ou « Qui sont les sorcières ?» on pourrait dire la réponse que Camille Dussolier, qui se trouve là, c'est ce que répond la liste qu'on vient d'entendre est ce que répond Camille Dussolier. Au début de ce film qui s'appelle donc « Nous, les sorcières », non, pas du tout, « Sorcières, mes sœurs », et qui est là présenté à l'intérieur d'une interview pour le journal Mediapart. Je voulais le faire écouter parce que ça synthétise une bonne partie de ce que j'ai raconté pendant le cours là jusque-là, à savoir que le sujet du féminisme, qu'on peut aussi considérer comme étant le sujet qui se confond avec le mot sorcière, si vous voulez, que le sujet du féminisme, c'est un sujet pluriel et principalement, on pourrait dire, un sujet monstrueux ou un sujet qui s'associe à la monstruosité ou qu'on associe à la monstruosité. Donc là, avec cette liste qu'on réécoutera peut-être un tout petit coup à la fin de notre temps ensemble, qui, je vous rassure, on finit comme inscrit au programme à 18h30. Que ce sujet du féminisme, donc, c'est un sujet instable et pas aussi clair et bien rangé que disons, certaines préconceptions de cet activisme peuvent le laisser penser. Alors, quelques petits mots pour, en guise de, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais en tout cas un début de description de la sorcière telle qu'elle s'invente à partir du XIIIe siècle. Il y a une question? Ou c'était un gros son une grosse... Vous avez tout entendu l'espèce de râle? Oui, c'est ça. Bon. C'était pas juste moi. C'est bien. Je n'entends pas des voix, des images, des imaginaires de râle. C'était Olivier. Non, Olivier, tu as réactivé ton son, mais ça me permet juste de voir ta vidéo, ce qui est déjà pas mal. Alors, tu fais des apparitions de stylo, c'est assez joli. Alors, proposition pour ce cours, enfin pour le cours qui va continuer la semaine prochaine surtout. La proposition, ça sera principalement de considérer la sorcière, disons la figure de la sorcière, comme une technologie de répression sociale. Donc c'est une technologie au sens, c'est un terme, si vous voulez, c'est un terme, donc c'est un objet technologique, au sens où le langage est un objet technologique. C'est une technologie de répression sociale dans la mesure où c'est un terme qui permet à la fois de démoniser, enfin je veux dire, là c'est de manière très littérale, puisque ça se passe dans des manuels qu'on appelle de démonologie, puisque c'est une science qui naît à partir du XIIIe siècle. C'est un terme, la sorcière, qui permet à la fois de démoniser certains comportements. Donc on va lister un certain nombre de comportements aberrants à partir desquels on peut organiser une condamnation sociale systématique et de massacrer impunément les récalcitrantes à cette instruction sociale.
Alors, comme vous le savez, on estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre de personnes assassinées pour sorcellerie entre le XIIIe et le XVIe siècle. Personnes qui ne sont pas toutes des femmes, mais qui le sont en grande majorité. Hein. Disons, les comptes sont assez difficiles à faire, mais on pense que ça va jusqu'à 100 000 personnes maximum qui ont été, au cours de ces 4 siècles, euh, brûlées vives ou noyées ou pendues sur la place publique. Alors, pourquoi est-ce qu'on les tue, ces gens? Pourquoi est-ce qu'on les Emma, noie ou les pend? Oui, j'aurais une petite question. oui. Est-ce que par rapport à la religion, on peut envisager, je pense, la religion comme une forme ou une première, enfin pas première forme, mais une forme de structuration de la société par la conduite. Donc c'est un peu une forme de code civique. Mais Mhm. et du coup, la sorcière comme mauvais comportement, est-ce qu'on peut voir la sorcière comme une forme, du moins de la manière dont c'est reprise, d'anarchisme? Voilà. Oui. Alors, effectivement, la religion, c'est un des cadres dans lesquels la sorcière peut et doit être comprise. C'est-à-dire, hein, pourquoi la sorcière en vient à être condamnée, c'est pour des raisons. Il y a Danny DeVito qui dit oups, désolé Emma, c'est pas grave. Une des raisons pour lesquelles les sorcières sont condamnées, c'est pour des raisons religieuses. J'allais justement y venir et tu as tout à fait raison. Mais c'est pas la seule cause ou c'est pas le seul cadre dans lequel on peut considérer les sorcières. Là, j'ai juste mis 2 images qui datent toutes les 2 du XIIIe siècle, c'est juste pour pointer, où on voit les sorcières, je vais y revenir à l'instant, faire 2 des choses qui sont les plus classiques et qui nous sont encore, qui sont encore dans notre héritage, à savoir chevaucher des balais et voler dans le ciel. Hein, ça, c'est dans l'enluminure qui se trouve à gauche. C'est je le mentionne, c'est évident parce que tout le monde a déjà vu ça, mais c'est incroyable qu'il y ait autant de continuité dans les mythologies qui concernent une figure depuis le XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, c'est très surprenant que ça se soit maintenu, donc je le mentionne, voilà. Et l'autre image, très classique, alors bien sûr on les voit, mais c'est encore dans tous nos contes pour enfants, c'est qu'elle mange des enfants. Donc là, on voit dans la gravure de droite, des marmites dans lesquelles des nouveau-nés sont plongés dans l'eau bouillante ou consommés, enfin rôtis au feu, etc. Et ça, bien sûr, alors là, c'est assez gore. Enfin, on voit pas la violence du truc, mais je veux dire. Mais Hansel et Gretel, enfin, c'est la même histoire, hein, on est d'accord. C'est toujours. Oui. Du coup, juste comme enfin, j'ai noté par rapport aux mangeuses d'enfants, mais du coup, est-ce que c'est une manière aussi de dire que les femmes qui ne veulent pas ou qui ne voulaient pas d'enfants sont des sorcières, puisqu'elles les mangent? Alors, oui, bon, c'est très bien. Ça me permet. Ah oui, alors attends, Lucien, tu voulais dire quelque chose? Et après, Oui, je réponds à. pour Oui. les cas des origines des sorcières, ils peuvent venir deux choses. Soit ça vient les cas du diable, autrement dit Satan, pour représenter l'aspect magique, pour en considérer comme à l'époque du christianisme au Moyen-Âge, c'était considéré comme une forme de satanisme. Par rapport, il y a une autre hypothèse des origines des sorcières et leur cas des cannibalismes envers les enfants. Ça peut venir le mythe de Lilith, la première femme d'Adam avant Ève. Et Lilith y représentait une forme d'une femme autoritaire. En gros, il ne voulait pas aucune avance de Adam et se transformait en fur et à mesure en démon pour représenter cet aspect équipe de l'humanité. Et Lilith y tuait principalement des enfants qui venaient de naître. Et ça peut venir là, cette figure des sorcières, ils dévorent les enfants. Oui, tu as tout à fait raison de pointer ces deux origines, même si elles sont en fait relativement la même, puisque c'est des effets,
c'est-à-dire tu pointes au même endroit qui est un endroit de la mythologie. Moi, ce qui va m'intéresser là, dans ce qui va suivre, c'est pourquoi à un moment ça prend, si vous voulez. Parce que ça, c'est des manières de raconter des histoires et de l'inscrire, de parler de démons, de parler de Lilith, de parler de... Ok, tout ça très bien, ça c'est des histoires qu'on raconte, mais pourquoi socialement, à un moment, on se met à dire et à cramer des gens pour ça, c'est-à-dire à dire que c'est mal, mais non seulement à le faire, mais à en faire des exécutions publiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la croyance en l'existence de... Enfin, la croyance, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que l'existence d'avorteuses, ce qui a toujours existé, si vous voulez, à un moment devient démonisé. Oui. C'est plutôt ça la question que celle de savoir si... oui, et donc là, il va y avoir... Ou qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un personnage qui se met un énorme phallus entre les jambes et qui vole dans les airs devient un personnage rebutoir et pas un truc positif ou je sais pas quoi. Enfin, on pourrait dire c'est super. Il y a des personnes avec des vagins qui se mettent des gros phallus entre les jambes puis qui volent dans les airs. On peut dire c'est super. Voilà. Alors pourquoi ça devient un objet de peur à ce moment-là. Et alors il y a plein de manière de rendre compte de cette occurrence historique. Celle que je propose de suivre, même si on le fera de manière assez critique, c'est celle qui est proposée dans ce livre de Silvia Federici, qui s'appelle Caliban et la sorcière, femmes, corps et accumulation primitive, qui est un livre d'une historienne de l'économie, donc Silvia Federici, une historienne marxiste féministe, qui fait une proposition générale d'insérer l'histoire des procès en sorcellerie dans 2 histoires plus longues. La première, c'est celle des sectes hérétiques d'une part, on va voir un peu pourquoi ça compte, et en fait des révoltes paysannes du Moyen-Âge. Donc, ça serait ça, là, ça serait un des héritages possibles de la sorcellerie, si vous voulez, ou des procès en sorcellerie, ça serait la lutte du pouvoir féodal contre les hérétiques. Hein, les hérétiques, c'est ceux qui vénèrent mal ou qui croient en de fausses divinités, mais souvent qui vénèrent mal, c'est-à-dire ils vénèrent le même Dieu, mais pas bien. Enfin, c'est des chrétiens, mais pas de la bonne sorte, quoi. Et donc, alors, elle propose de lire la sorcellerie dans ce cadre-là. Et le deuxième axe dans lequel elle propose de lire, c'est celui de la naissance du capitalisme. C'est ça que veut dire accumulation primitive. Accumulation primitive étant la première phase du capitalisme, le moment où, si vous voulez, le capital s'accumule, c'est-à-dire se resserre sur lui-même, avec l'idée qui est de bonne obédience marxiste, si vous voulez, qu'avant cette première phase, qui se déroule entre le XIIIe et le XVIe siècle, si vous voulez, le capital est totalement éparpillé. C'est ça, la structure féodale du monde fait que le capital, c'est-à-dire les biens, les terres, etc., sont totalement morcelés et éparpillés dans le monde. Et il y a un moment dans l'histoire des nations européennes où ça ne se produit plus, hein, et où tout d'un coup, le capital va se resserrer dans certaines mains à l'exclusion totalement de tous les autres. Oui, truc assez particulier qui va faire qu'il y aura plein de sans-terre. Oui, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, les paysans sans terre. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à partir du XIIIe siècle. Donc elle va inscrire la sorcellerie, Silvia Federici, les procès en sorcellerie, dans cette histoire-là, en disant, les procès en sorcellerie vont participer aux technologies qui permettent au capitalisme de s'installer. Ouais, ça fait partie. Cramer des vieilles femmes sous prétexte qu'elles bouffent des enfants, en fait, ça participe d'une technologie sociale qui permet d'installer, qui facilite l'arrivée du capitalisme. Alors je le dis tout de suite, elle est parfois
elle est parfois assez critiquée en raison de sa manière de démontrer les choses, parce qu'elle a tendance à faire des sauts causatifs entre les choses. Elle fait un peu comme s'il y avait eu des méchants capitalistes. Enfin, des fois, on a l'impression en lisant le texte qu'il y avait des méchants pré-capitalistes qui s'étaient organisés pour cramer des femmes, pour pouvoir leur voler leur argent ou je sais pas quoi. Donc, elle a tendance un peu la langue simplifie parfois un peu les choses dans le livre, mais elle a révisé ses propres positions et elle les a rendues un peu plus, pas digestes, mais plus réalistes, au sens où c'est pas causatif, c'est simplement, il se trouve que ça s'est passé en même temps. En même temps, le capitalisme est né et en même temps, les procès en sorcellerie se sont déroulés. Et ça, elle l'a fait dans un texte qui s'appelle Le capitalisme patriarcal, que je vous recommande aussi parce que c'est un très beau texte. Ok, alors cette réserve étant émise, et il me reste vraiment 5 minutes de cours, donc il va falloir que je me taise bientôt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je vous révèle quand même rapidement son idée et puis on fait le reste du cours après, parce que sinon c'est un trop gros cliffhanger où vous en avez rien à foutre de ce que je vous raconte. Non, moi je veux Et en fait, il n'y bien, a pas du tout cliffhanger. Ok. Alors, les deux idées très simples. Donc, l'idée sorcellerie dans les sectes hérétiques et dans la naissance du capitalisme. Pour la première idée, l'idée générale de Federici. Alors, pardon, Hugo Levray, est-ce que le cramage de Gueuse, c'est pas plus tard que le Moyen-Âge, avec Salem par exemple, parce que même historiquement, l'Inquisition brûlait peu de gens. Ça a commencé au XIIIe siècle en gros, mais les gens qui brûlent, les gens qui sont pendus en procès de sorcellerie, en fait, ça commence avec c'est vraiment 13e, enfin la grosse période, c'est 3 siècles, c'est 13e, 16e. Ça, c'est 13e, c'est les manuels de démonologie qui vont expliquer ce que c'est qu'un démon et ce que c'est qu'une sorcière, et comment les tuer, comment les tester, etc. Et puis 16e, c'est le grand moment c'est le moment où 16e, 17e, c'est encore le moment où ça crame à fond, quoi. Voilà. Alors, les sectes d'hérétiques et les luttes paysannes. Donc ça, c'est quelque chose évidemment enfin en tout cas dont on parle finalement assez peu. Mais pour dire les choses très simplement, la religion chrétienne n'était bien sûr pas un monolithe. Elle était sans cesse inquiétée par des sectes qui proposaient des interprétations euh, euh, divergentes, et pas seulement les grandes sectes que sont le catholicisme, le protestantisme, etc., mais en fait, quantité d'énergie locale se produisait autour d'autres visions du monde, et notamment des visions qui faisaient alternative aux hiérarchies royales et féodales qui étaient proposées par la religion catholique comme appui au système d'exploitation des seigneurs et des serfs. Donc, un grand nombre de sectes hérétiques se sont mis comme ça sur le chemin de l'exploitation esclavagiste au Moyen-Âge. Et c'était notamment le cas, par exemple, d'une secte hérétique très célèbre qui s'appelle les Cathares, dont on a là une représentation. Euh, ils sont tristes parce qu'ils sont expulsés du château. Les Cathares qui avaient une particularité, c'est que ces partisans, considérant que le corps est une prison pour l'âme, hein, c'est-à-dire il faut pouvoir libérer l'âme de son emprisonnement dans le corps, et considérant aussi que l'âme est susceptible de se réincarner dans les animaux, je ne sais pas exactement pourquoi, mais voilà, était farouchement végétarienne, hein, donc ça c'est 12e, 13e siècle, des gens qui refusaient de manger de la viande, ce qui était déjà un peu suspect, mais surtout anti-procréation. Donc les Cathares étaient vraiment très opposés à la procréation. Pourquoi ? Parce que plus tu crées des corps, plus tu crées des esclaves.
plus tu crées des prisons pour les âmes. Donc, il ne faut pas. Donc, il faut maximalement limiter le nombre d'êtres humains sur Terre parce que il faut éviter de mettre des gens sous le joug du corps. Alors évidemment, on pourrait dire, ben, ça c'est un truc qui est un peu inquiétant pour le seigneur féodal, parce que c'est quand même plutôt dans son intérêt d'avoir de la main-d'œuvre qui se multiplie, si vous voulez. Donc là, on a quelque chose de, on a quelque chose comme une révolte. Alors, il ne faut pas la lire nécessairement de manière téléologique en disant, ben voilà des gens qui font une révolte contre l'esclavagisme en cessant de procréer. Peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'en fait, il y a une conscience réelle et directe de cette exploitation. Par contre, on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est la raison pour laquelle c'était leur opinion, mais du moins, on peut nous reconstituer la situation en disant, ben, le fait est que cette secte de Qatar était principalement liée à des paysans en état de servage et que donc leur réponse à l'état de servage a consisté à produire une pensée dans laquelle on refusait la procréation. Voilà, on voit bien pourquoi c'est inquiétant et pourquoi il faut les démoniser. Hein. Pourquoi c'est des mauvaises croyances et pourquoi l'État à la fois, enfin l'État, c'est pas l'État, mais les seigneurs et le Vatican et les différents prélats ont intérêt à faire en sorte que ce tiers État, qui n'en est pas encore un, continue de se reproduire et donc démonise leurs croyances. Là, ça rejoint tout à fait ce que disait Flore sur, et ce que disait Lucien également, sur ces enfants qui sont mangés par les sorcières. En fait, ça rejoint le souci d'avoir une population qui se reproduit et donc de contrôler les naissances. L'accusation de manger des enfants est en fait une accusation de lutter contre la procréation. Donc c'est très clair là comme filiation. L'autre grand moment, et puis je vais m'arrêter là parce que sinon je vais rentrer dans trop de détails. L'autre aspect qui a trait à la question de cette fois l'accumulation primitive, c'est le fait que l'essentiel des pratiques qui sont considérées comme relevant de la sorcellerie, en fait, si on lit bien les manuels ou si on lit au travers des manuels, portent sur des questions de mendicité ou de vol. C'est-à-dire l'essentiel des accusations en sorcellerie, c'est des accusations de « Ah oui, alors cette vieille femme, elle s'est transformée en renard et elle a volé un des poulets. Ah oui, cette vieille femme, elle mendiait et après elle nous a maudits parce qu'on ne lui a pas donné de fric. » En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les manuels de démonologie, ils accusent des mendiants, ils accusent des personnes qui ont été privées de terre par un état d'appauvrissement généralisé de l'Europe. Ce que font en fait les accusations en sorcellerie, c'est qu'elles permettent de donner une justification mythique religieuse à une révolution économique qui est en train de se produire et que personne n'arrive à comprendre. Tout le monde est un peu paumé, ils savent pas pourquoi. On sait plus pourquoi. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont soudain sans terre, etc. C'est pas très clair. Et c'est quand même la structure de pensée qui démonise ces personnes qui sont juste des pauvres, quoi. Qui mendient, qui chapardent peut-être de la bouffe, mais même pas. En fait, ça se trouve, elles sont juste, c'est juste un renard qui a bouffé la poule. Mais enfin voilà. Toutes ces personnes qui se retrouvent soudain sans le sou inquiètent le pouvoir, inquiètent l'État, et du coup, à l'intérieur de ce cadre-là, l'accusation en sorcellerie va servir d'appui théorique pour les comprendre, pour les lire, et pour, au lieu d'avoir à les prendre en charge, les cramer. Enfin, pour le dire très très simplement. Alors,
Je reviendrai là-dessus parce que c'était un petit peu rapide la semaine prochaine pour aussi essayer de montrer comment cette accusation en sorcellerie a touché essentiellement des femmes, des vieilles femmes, et pourquoi c'était elles les sujets principaux de cette accusation. Là, c'est mon Emma, cliffhanger d'aujourd'hui. Oui, Flore? juste pour comprendre la fin de ce Oui, que dis-moi. tu as dit, donc condamner les Oui. sorcières, en fait, c'était une manière de trouver une cure aux maux que pouvait trouver la société, entre guillemets. Autrement dit, un bouc émissaire. Voilà, on peut dire que c'est un bouc émissaire qui prend des aspects de démon, c'est-à-dire qui prend des aspects d'une forme transcendante, si vous voulez. C'est-à-dire la cause n'est pas immanente à la société, la cause n'est pas la société, mais un élément extérieur à la société, à savoir là le démon, comment on appelle ça, le fait que ces êtres sont possédés par d'autres forces que terriennes. Bref, on externalise, si vous voulez, le problème plutôt que d'y faire face. Voilà, ça c'est une des premières clés de lecture que je voudrais proposer. Ce ne sera pas la seule sur la question des sorcières, mais on va voir, et en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles cette figure va pouvoir être réinvestie. Vous pouvez peut-être le comprendre déjà, par les féminismes contemporains, oui, en disant nous pouvons aussi nous mettre du côté de celles-là, de ces sorcières-là qui ont été inventées par un pouvoir patriarcal inquiet, un pouvoir patriarcal ou proto-capitaliste inquiet des masses de pauvres qu'il produit à sa propre périphérie. Oui. Nous pouvons nous réclamer de ces figures-là, qui sont là, pour le coup, des figures totalement mythiques, inventées, comme une altérité. Nous pouvons nous en réclamer. Alors, bien sûr, ce ne sera pas la seule dont on verra qu'elle se réclame. Il y a aussi tout un ensemble de savoirs positifs qui sont l'objet de la réappropriation de la figure de la sorcière contemporaine, savoirs positifs qui ont, eux, été mis à mal par l'invention à la fois des sciences et de la médecine moderne. Mais ça, c'est pour la séance prochaine. Voilà. D'autres questions? C'est une gravure de Dürer et à droite, est-ce que je l'ai noté? Oui, c'est une gravure du XVIe siècle. Voilà, je l'ai trouvé dans les trucs Ah non, je l'ai trouvé dans le bouquin de Federici que j'ai montré la dernière fois. C'est une gravure de 1536. Voilà. Eh bien, super, je coupe l'enregistrement. Vous pouvez maintenant dire n'importe quoi, plus personne ne le saura, à part vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, juste tu nous as dit de dire n'importe quoi. Ah, du coup, tu as dit n'importe quoi. Merci, merci Hugo. Je me sens très soutenu. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est pas forcément par rapport au cours, mais je suis arrivé en plein milieu tout à l'heure quand tu parlais du petit texte là, enfin le questionnaire là, tu sais, le questionnaire qu'on devra remplir pour toi. Et du coup, j'ai pas très bien entendu. Enfin, c'est à faire pour quand? Et est-ce que on aura quand même un retour de ta part sur ce qu'on a fait? Oui, ça prendra un peu plus de temps parce que il y a beaucoup de production. Je désespère pas qu'on ait un jour un cours en classe entière physiquement d'ici la fin de l'année, auquel cas on pourra tous se regarder les films ensemble, ce qui sera quand même plus agréable que de le faire via Zoom et lire aussi mutuellement nos textes. Enfin bref, j'ai envie de nous conserver une marge de possibilité d'interaction physique un jour. Si ça ne se passe pas, on trouvera bien une solution, mais voilà.
Donc oui, je vous ferai des retours, ça prendra plus de temps, et puis voilà. Mais pour ce qui est de l'auto-évaluation, l'idée, c'est à faire dans la semaine. Ça serait de me le rendre lundi prochain. Me le rendre pour lundi prochain. C'est rapide, hein, c'est l'histoire de 20 minutes à répondre très directement aux questions sans trop avoir à y réfléchir. Ça me permet en fait, c'est-à-dire là c'est même un besoin que j'ai, il faut que vous me le rendiez d'ici là, parce que c'est ce qui va me permettre de remplir vos bulletins, ce qui fait partie de mes obligations de service, je suppose. Et du coup, ça me permet de les remplir avec vos propres mots plutôt qu'avec les miens, ce qui m'intéresse davantage, parce que je pense que vous êtes beaucoup mieux placé pour penser ce que vous faites que moi. Voilà. Mais ça m'empêche pas de... Voilà. Et j'en profite pour dire ça. Si certaines souhaitent m'envoyer des textes qu'elles écrivent, peu importe ce que c'est, peu importe, vous pouvez. Voilà, c'est totalement ouvert, mais si vous avez envie que je sois un regard sur vos productions écrites, et si vous en avez, je suis toujours ouverte de vous faire des retours dessus, peu importe, et vous en décidez la nature, bien sûr. Voilà, Oui, ça c'est toujours une possibilité. Trop bien. Ça peut être essai, Ok. roman, poésie, tout ça. Ça peut être tout, quoi. Voilà, Yes. toutes mes flèches d'écrivaine seront à votre service. Voilà. Petite bibliographie. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, c'est ça. Je vous montre. Ah oui, merde, j'ai dit que je vous enverrai j'ai dit que je vous enverrai le lien pour lire le guide pratique du féminisme divinatoire. Voilà. C'est juste un scan rapide. Et ça, je pense que je vous l'ai déjà montré. C'est le manifeste cyborg. Voilà, je ne vous conseille pas particulièrement de lire Sorcière de Mona Chollet. Je ne suis pas une grande fan. Voilà. Je sais que tout le monde en parle, mais bon, lisez plutôt Federici si vous voulez lire un truc. Et ça, c'est trop bien. C'est des leçons afroféministes pour des mammifères marins par Alexis Pauline Gumbs. Et c'est de la bombe. C'est le bouquin qui est sur ma table. Super. Eh ben, merci à tous. Prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine. Ça va toujours 16h30, 18h30. C'est pas trop chiant comme horaire? Vous préférez que je ravance un peu? Qu'est-ce que c'est bon? Ça va, c'est bien. Ouais, ça va. Et pour les autres jours, c'est des cours normaux en présentiel? Que j'ai pas eu trop. Attends, redis, Damien. Parce que j'ai pas eu trop d'infos. Je suis pas encore rentré à Aix, mais c'était pour savoir si le reste de la semaine c'est en présentiel. Oui, oui, ça continue dans la même, Ok. dans la même lignée. Moi, je serai pas là en janvier. Donc, si jamais vous avez envie de me montrer un travail ou je sais pas quoi, enfin bref, si vous n'êtes pas obligé, mais si jamais vous voulez, vous pouvez le faire en ligne, mais malheureusement, on peut pas se voir physiquement jusque-là. Moi, je suis en plongée ici d'écriture. Voilà. Ok. Je fais mes apparitions le lundi et c'est tout, quoi. Ok. Très bien. Yes. Ça marche. Trop bien. Bien, merci Emma. C'est chouette de vous voir. Bonne soirée tout le monde. Bonne rentrée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Ciao. À la semaine prochaine. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonsoir. Merci, bonne soirée.